Ok, bienvenue sur la vidéo du jour. Donc, on va faire un point là, ça fait longtemps sur les marchés. Et ensuite, on va faire un tour sur les cryptos. Alors, j'ai la voix un peu cassée, mais bon, on va essayer de faire avec. On a la Fed, donc qui maintient ses taux à 5,5. Voilà. Jérôme Powell n'avait pas trop le choix de maintenir ses taux. Car voilà, il ne peut pas trop les réaugmenter parce que ça pourrait faire peur au marché et il ne peut pas les diminuer pour favoriser la croissance parce que l'inflation est repartie à la hausse. Donc, comme vous le voyez ici, là, on a Wall Street donc, qui est en net repli alors que la Fed reste plus prudente sur les taux. Donc, la Fed maintient ses taux parce que l'inflation repart à la hausse. Vous voyez, on a eu les taux, enfin, les chiffres de l'inflation et on ressort avec 3,4% d'inflation contre 3,2 attendu. Donc au lieu que ça passe à 3,2 ou que on descende en dessous de 3,2 voire de 3, on est reparti, on est remonté à 3,4. Vous voyez? Donc le précédent, en fait, on était à 3,1 ici et au lieu de descendre en dessous de 3,1 pour marquer la continuité de la baisse de l'inflation, donc une économie qui se refroidit, et ben non, l'économie se réchauffe encore. Et on passe à 3,4. Donc l'inflation repart à la hausse, tout comme à l'heure actuelle, là, on a eu l'inflation européenne qui est repartie aussi à la hausse. Donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis, l'économie continue à être bouillante, à se réchauffer. Et donc, pour refroidir l'économie, la Fed doit au moins maintenir ses taux, si ce n'est les réaugmenter pour aller plus fort. Voilà, sur le fait de refroidir l'économie en augmentant les taux, mais ils ne peuvent pas se permettre d'augmenter trop fort les taux parce que ça risque de faire cracher les marchés. Avec des taux très élevés, les consommateurs vont complètement arrêter de consommer et là, ça peut faire tomber l'économie par terre. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ils les ont maintenus donc à 5,50 et voilà, pour espérer que les taux au moins se freinent à défaut de réaugmenter et cette fois continue sa marche vers la baisse. Donc voilà, là, Jérôme Powell n'avait pas trop le choix. Et donc, bien sûr, les marchés ont subi une baisse par rapport voilà, à la prudence de la Fed. Et donc, voilà, tout ça à cause donc de l'inflation qui repart à la hausse. Donc, on a le chef de la Fed, Jérôme Powell, qui estime qu'une baisse des taux en mars est peu probable. Donc, ils ne sont pas partis, bien sûr, pour rebaisser les taux avec une inflation qui repart à la hausse. C'est pas logique. Vous voyez, ils ne peuvent pas se permettre voilà, de baisser les taux tout de suite pour refavoriser la croissance parce que ça ferait monter l'inflation encore plus. Déjà que l'inflation monte, et voilà, ils vont pas encore en plus baisser les taux, ce qui va encore faire plus monter encore l'inflation. Donc, voilà, on n'est pas parti malheureusement, il va falloir attendre pour une baisse des taux. Et donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça ne sera pas pour mars, comme les investisseurs espéraient. Donc, pour ça, il va falloir attendre encore quelques mois. Et donc, voilà, la Fed a donc maintenu ses taux à 5,50. C'est la quatrième réunion consécutive où la Fed laisse ses taux inchangés. Donc, la Fed maintient ses taux au même niveau, à 5,50. C'est des niveaux élevés, hein, en espérant que l'inflation diminue. Mais l'inflation, là, depuis 2-3 mois, là, repart à la hausse. Donc, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que la Fed, d'ici même la prochaine réunion, va sans doute encore laisser ses taux au même niveau. Donc, ça prend du temps. Attention. Bon, pour l'instant, les résultats économiques montrent que les États-Unis, voilà, évitent la récession et plutôt le PIB continue voilà, les chiffres du PIB continuent à monter. Donc les États-Unis, pour l'instant, les chiffres sont solides. Mais attention, à tout moment, la situation peut s'inverser. Donc pour l'instant, les États-Unis s'en sortent, en tout cas économiquement. Donc il faudra voir ça. Alors, Powell ne pensait pas que la Fed réduira probablement en mars. Donc en tout cas, les taux ne vont pas rebaisser. En tout cas, d'ici les prochains mois, là, en mars. Donc Powell dit qu'ils sont prêts à maintenir les taux le plus longtemps possible. Parce que pour la Fed, l'objectif est toujours de ramener l'inflation à 2%. Donc au lieu qu'on passe en dessous de 3, là on repart, on remonte à 3,4, mais l'objectif ça reste de redescendre à 2%. Et apparemment, il reste ferme sur les 2%.
voyez, il y a certains spéculateurs qui disent que maintenant, la nouvelle norme sera 3%. Pour la Fed, pour l'instant, on reste à l'objectif des 2%. Et donc, ça va créer une certaine tension sur les marchés. Donc voilà, hein, bien sûr, les autres actifs qui sont corrélés par rapport au dollar ont chuté. Donc là, ça a renforcé le dollar. Et bien sûr, les rendements obligataires, l'or, les cryptos, la bourse, tout a baissé en contrepartie par rapport au dollar. Et donc là, ici, l'obligataire qui baisse aussi, qui redescend en dessous des 4. Vous voyez? Donc ça, c'est pas une surprise. Et attention, hein, parce que là, on a quelques alertes. La banque, on a une des banques, là, une ancienne banque, là, la New York Community Bank, qui vient de prendre moins 40%. Une perte surprise de 260 millions de dollars sur leurs résultats. Et donc, regardez les cours. Hécatombe. Donc là, on est en pleine saison des résultats. Tous les trimestres, donc tous les 3 mois, on a les chiffres, les entreprises qui dévoilent leurs résultats. Et là, pour cette banque, c'est une grosse surprise. Une perte de 260 millions de dollars. Donc là, voilà, la banque régionale, donc New York Bank Community, s'écroule en bourse. C'est un important prêteur immobilier commercial. La société a déclaré 185 millions de dollars d'impayés nets au 4e trimestre. Vous voyez? Regardez, en bourse, là, bim, hécatombe. Et donc, les banques régionales qui s'effondrent. En général, là, vous voyez. Donc, attention, on a quelques alertes, là, au niveau des banques. Est-ce qu'on va recommencer à avoir une hécatombe bancaire? Voilà. Donc, attention à la panique, hein. On pourrait commencer à avoir une panique, là, avec la pression, là, les taux toujours élevés. Ça peut mettre les banques sous pression et on peut risquer d'avoir des hécatombes. C'est ce que les investisseurs craignent. À force que les taux restent élevés comme ça, avec la dette qui est élevée, tout ça, c'est pas trop bon pour la Réserve fédérale de maintenir ses taux élevés. Normalement, la Réserve fédérale devrait rebaisser ses taux pour refavoriser la croissance et pour enlever toute cette pression aux banques. Mais ils n'ont pas le choix. S'ils veulent baisser l'inflation, ils n'ont pas le choix que de au moins laisser les taux à ces niveaux-là. Donc, gros risque, en tout cas sur les marchés. Grosse tension. Et donc là, les marchés ce matin, les contrats à terme, donc les négociations avant les heures d'ouverture du marché qui augmentent. Donc malgré ça, là, malgré ces paniques, ces alertes, ce matin, les marchés américains qui sont encore fermés, hein, qui vont là, à l'heure actuelle, il est 11 heures à l'heure où j'enregistre. Les marchés vont ouvrir à 15 heures cet après-midi, heure française. Et donc, pour le moment, les actions repartent à la hausse. Après la chute d'hier, après les résultats de l'inflation, tout ça. Donc, les marchés ont fortement chuté hier. Et donc ce matin, ça repart à la hausse, hein. Et c'est toujours pareil, hein. Quand on a une forte baisse, les investisseurs se positionnent. Et voilà, ça fait que les marchés repartent à la hausse. Donc voilà par rapport à ça. Ici, donc la poursuite du rallye. Là, on va aller sur les actions américaines de Meta pourrait dépendre de la fortune des nouveaux détaillants Temu et Shein. Donc l'ascension de Temu et Shein, deux entreprises de commerce chinoises, fait les beaux jours de Meta, hein. Facebook. Ici, en fait, Temu et Shein passent par les plateformes de Facebook, de Meta, Facebook et Instagram. Les revenus publicitaires, on va dire, voilà, c'est des annonceurs. Voilà, ils font beaucoup de pubs pour leur entreprise. Et donc ça fait énormément de bénéfices pour Meta. Et donc Meta dépend fortement d'eux, en tout cas sur les revenus publicitaires. Et ça a l'air de bien marcher pour Facebook, les annonces pour Temu et Shein, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés quand ils voient ces annonces, qui cliquent dessus et qui vont acheter dessus. Donc ça fait énormément de bénéfices pour Facebook. Et donc, en tout cas, les réseaux sociaux là qui marchent très bien, Meta, X, TikTok, Snap, Discord, font face à un appétit croissant du Congrès pour une réglementation plus stricte des médias sociaux. Donc, ces entreprises de réseaux sociaux sont sous la surveillance et vont être réglementées de manière plus stricte apparemment. En tout cas, faut savoir que moi, j'essaierai de dévoiler un portefeuille, mon portefeuille là en bourse. La bourse, c'est très important, hein. Ça devrait être, si vous avez normalement un portefeuille, voilà, qui est correct, vous devriez normalement avoir sur votre portefeuille plus d'actions en bourse que de crypto. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème normalement sur votre portefeuille. Si vous êtes all-in crypto,
all-in, quand je dis ça, vous êtes diversifié, mais que en crypto, c'est pas normal. Les cryptos, normalement, ça devrait représenter une partie de votre portefeuille. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de spéculation. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous allez avoir des cryptos qui ont marché et des cryptos qui ont peut-être pas marché. Et ça va ternir votre portefeuille. Normalement, il faut constituer un portefeuille de valeurs sûres. Et les actions sont beaucoup plus sûres. Et vous apportez un rendement moyen assez positif, normalement. Alors que les cryptos, voilà, bien que on parte en bull run, les choses comme ça, oui, mais les cryptos, ça reste un risque. Même s'il y a des cryptos qui sont sûrs, tout ça, voilà, on n'est jamais sûr de rien sur la crypto. Il peut tout se passer. Vous avez vu des effondrements d'un coup qui sont arrivés avec Luna, FTX, tout ça. On est sûr de rien. Aujourd'hui, Solana performe bien. Demain, Solana peut avoir des problèmes. Ou même Chainlink, voilà, une affaire derrière. On ne sait pas. Bitcoin a un souci et bah, ça s'effondre et ça reste longtemps. On est sûr de rien. Par contre, les actions en bourse sont beaucoup plus sûres et ça devrait représenter normalement une grosse partie de votre portefeuille, la partie la plus solide, vos plus grosses, vos plus grosses allocations, on va dire. Et donc les réseaux sociaux avec Meta, ça c'est voilà, c'est un des meilleurs performeurs. Meta, vous avez Snapchat aussi. Voilà, TikTok et X ne sont pas en bourse ni Discord, mais en tout cas Snap et Meta font partie des meilleurs sur les derniers mois là, des meilleurs performeurs. Bien plus que même Google, Microsoft, tout ça. Donc, en tout cas, notez bien, on était à l'ère d'Internet. Internet, maintenant, on connaît. Maintenant, à l'heure actuelle, on est en plein boom des réseaux sociaux. On est à l'heure des réseaux sociaux. Et en 2023, là, là, on est en pleine consommation là, de réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, tout ça. Et cette année, on a eu la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, demain, l'intelligence artificielle va être la plus forte croissance. Donc, normalement, la première partie de votre portefeuille, normalement, vous devriez être sur des actions qui sont liées à l'intelligence artificielle. Peut-être Nvidia, Microsoft, des choses comme ça, AMD. Mais ensuite, là, faut avoir quand même une part, normalement, sur les réseaux sociaux qui apporte le plus de valeur à ce jour. Là, on est en plein air des réseaux sociaux. C'est un boom. Vous voyez? Et donc après, voilà, d'autres actions solides, Amazon, Netflix, voilà. Donc, à vous de constituer votre portefeuille. Ça doit constituer votre plus grosse part. Et ensuite, vient les cryptos, l'or ou ce que vous voulez, l'immobilier ou des choses comme ça. Donc, voilà un portefeuille normalement équilibré et solide. Donc voilà pour cette parenthèse. Maintenant, on est en pleine saison des résultats et bien sûr, les autres actifs performent aussi, l'or, enfin le pétrole aussi. Et donc les actions liées au pétrole qui sont solides là, avec Shell par exemple, une entreprise, je crois, anglaise, je pense. Je confonds peut-être, je ne sais plus si c'est Shell ou BP, mais peut-être Shell c'est américain, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, le pétrole qui est assez solide. Après, c'est pas avec le pétrole ou l'or que vous allez faire de la croissance, mais pour vous protéger ou pour voilà, diversifier votre portefeuille, le pétrole performe bien en ce moment. Avec les conflits en Europe, tout, enfin, liés autour du Moyen-Orient là. Donc voilà, bien sûr, la meilleure action en bourse, la plus belle valeur, comme on dit, Microsoft, qui a dévoilé des résultats, bien sûr, supérieurs et qui a largement satisfait les investisseurs, contrairement par exemple à Google, Microsoft, voilà. Et c'est surtout sur bien sûr sur le cloud, donc l'internet des nuages, voilà, le stockage en ligne, tout ça, qui va représenter de plus en plus de parts de marché, les centres de données, le stockage, tout ça. Et Microsoft va dominer ce secteur avec Amazon qui est le leader. Microsoft avec Azure domine ça. Et c'est là où ils ont vraiment explosé, le cloud. Voilà ce qui montre toute la solidité de Microsoft, qui a bien pris le virage de l'intelligence artificielle, mais qui domine avec ses serveurs de stockage comme le cloud là, avec Azure. Donc Microsoft est dans tous les bons coups. Et c'est pour ça que son entreprise est leader maintenant, et passé même devant Apple. Donc si on exclut l'or, Microsoft domine maintenant les actions sur les marchés traditionnels. C'est Microsoft la plus belle valeur devant Apple. Et c'est parti pour même creuser l'écart. Apple connaît des difficultés là de vente, tout ça. Ça commence à devenir monotone au niveau des ventes, donc à stagner. On attend beaucoup de l'Apple Vision Pro, les lunettes de réalité augmentée, mais ça, c'est des ventes qui vont pas exploser tout de suite.
Là, il va falloir une adoption de masse, tout ça. Et en attendant, Microsoft peut creuser l'écart avec l'intelligence artificielle. Et donc en dessous, voilà, vous avez Alphabet, Amazon. Mais vous voyez, Nvidia là risque de passer devant Amazon et Alphabet, puisque Nvidia est au cœur de l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc voilà, même Meta risque de rattraper Amazon, tout ça. Voilà, ceux qui sont liés à l'intelligence artificielle vont surperformer les autres. Donc voilà. Après, notez que Microsoft, qui a récupéré OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, travaille ou a acheté. Regardez ici là, ils disent que voilà, un rapport de Bloomberg révèle que les pourparlers de financement là d'OpenAI et Microsoft avec la société de robotique humanoïde Figure. Donc on a une entreprise qui s'appelle Figure et qui possède le robot que vous voyez à l'écran là. Voilà, une société de robots humanoïdes. Les robots arrivent, hein, les robots humanoïdes. Et en plus, ils vont être embarqués de l'intelligence artificielle de ChatGPT. Vous voyez? Ils vont avoir l'intelligence de ChatGPT avec ChatGPT 5, 7, voilà. Donc ça arrive très vite, hein. Les robots intelligents là, voilà. En dessous, regardez, là vous avez aussi le robot de Tesla. Le robot Optimus de Tesla qui, voilà, sait marcher, qui sait faire des choses intelligentes. Donc voilà, dans le monde de demain, là, d'ici 2, 3 ans, c'est les robots qui vont, qui vont commencer à arriver dans le monde réel. Et ça a représenté des forts parts pour Microsoft et Tesla. Quand ils vont être vendus et quand ils vont apporter de la valeur, c'est-à-dire aider l'être humain, tout ça, bah, les bénéfices pour Tesla et Microsoft seront conséquentes. Vous voyez, tout ça, c'est pour l'instant, c'est en phase de voilà d'apprentissage, de test, tout ça. C'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est peut-être d'ici 5 ans, ça va être mature, voilà. Mais notez que ça avance. Et ça, c'est d'autres parts de croissance pour ces fabuleuses entreprises-là. Tesla, Microsoft, qui font partie des 7 magnifiques, avec Nvidia, Apple, tout ça. Donc l'avenir, voilà, est radieux. Donc voilà, là, comme je vous ai dit, on est en pleine saison des résultats. Et là, on est aujourd'hui jeudi. Et là, très importante, peut-être la journée la plus importante, hein. Là, mardi, on avait quand même Microsoft, AMD et tout ça. Donc ça a pas mal secoué un peu avec les résultats de Google, Microsoft. Mais là, aujourd'hui, on a 3 mastodontes, hein. Ici, on parle de Apple, Amazon et Meta. Attention, hein, les marchés ont corrigé déjà. Aujourd'hui, ça se reprend un peu avec le petit vent d'optimisme par rapport aux résultats de Meta, Amazon, Apple. En général, ces entreprises-là surperforment. Voilà, on sort souvent des bons résultats. Donc, les marchés sont plutôt optimistes, mais attention quand même. Des résultats décevants d'un des trois surtout d'Apple, pourraient complètement emmener les marchés encore plus à la baisse. Donc, on va surveiller ça de très près. Vous voyez ? Donc ça, c'est en clôture des marchés. Ce soir, à 22 h, on aura les résultats. Ça peut secouer là encore les marchés. Donc attention. Donc vous voyez que les marchés sont fortement volatiles suite aux résultats de ces entreprises qui, on pourrait dire, c'est les marchés traditionnels, plutôt anciennes. Voilà. Mais c'est très important. Ces entreprises sont stables. Elles apportent des rendements assez stables de 20% en moyenne chaque année. C'est bon à prendre. Sur le temps, on s'enrichit de manière sûre. Voilà. Contrairement à la crypto qui est très volatile, une année ça explose, une année ça baisse complètement. À la fin, nous on rentre au mauvais moment, tout ça, on n'attrape jamais le mauvais moment. Et finalement, on se retrouve avec des rendements moyens, des performances moyennes, voire des pertes. Vous voyez? Alors que si vous holdez tranquillement sur la bourse, en général, la tortue rattrape le lièvre, les cryptos. Ouais, donc, en fait, voilà, plus stable sur la crypto, tout ça. Et la richesse sûre. Donc voilà. Je dis pas qu'il faut pas faire la crypto, hein. La crypto, au contraire, là, c'est plus que jamais le moment d'entrer en crypto. Mais voilà, un portefeuille sérieux, c'est un portefeuille d'abord en bourse, solide, sur des actions solides comme Microsoft, tout ça. Et ensuite, une petite part en crypto. Oui, c'est lent. Oh non, on veut tout mettre en crypto, on veut être riche maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord la bourse. Voilà, l'enrichissement sur le temps, patiemment, tranquillement. C'est là où vous allez réellement constater des vrais gains. Vous voyez? Donc voilà, là, c'est les marchés asiatiques de Hong Kong et de Corée qui s'échangent à la hausse. Donc voilà. En Chine, on se pose la question en Asie, là, est-ce que la Chine va se relancer? C'est ce qui occupe voilà, les spéculations là-bas. Moi, j'ai confiance en la Chine quant à relancer une planche à billets pour relancer l'économie. Et pour moi, les actions chinoises sont les plus attractives à ce jour.
C'est représente peut-être la plus grande opportunité sur les marchés traditionnels. Donc à chacun d'évaluer ça. Après, c'est corrélé à la valeur que les entreprises chinoises peuvent apporter aussi, mais le fait que les Chinois vont lancer une aide budgétaire, ça va faire exploser les actions malgré qu'elles apportent de la valeur ou pas. Donc les actions chinoises vont recevoir un coup de boost bienvenu. Et il faudrait normalement se positionner avant que ça arrive. Donc n'oubliez pas ça. À vous de voir après. Donc voilà, il y a des enquêtes qui montrent que les usines chinoises ont augmenté encore. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour les marchés chinois. On va voir ça. Donc la Chine vient juste derrière le Japon hein, en tant que premier exportateur mondial de voitures. Donc voilà le vrai Eldorado de la Chine, c'est les véhicules électriques. L'immobilier est en berne et peut-être va être sauvé ou pas. Mais la Chine, le point fort, ça va être les véhicules électriques. Ils passent même devant les États-Unis hein, sur ça. Donc là, pour l'instant, ils sont juste derrière le Japon. On connaît les anciennes marques Toyota, Mitsubishi au Japon. Des marques iconiques, des marques, voilà. Mais comme on est à l'ère des véhicules électriques plutôt que hybrides, tout ça, et c'est les Chinois qui dominent avec BYD en tête, mais aussi NIO, XPeng, Li Auto. Bientôt que Xiaomi aussi, Huawei qui vont lancer leurs véhicules électriques. Donc là, la Chine va être le grand leader de ça. Et ils passeront même devant le Japon plus tard, en tant qu'exportateur mondial. Donc très important marché pour la Chine. Là. En plus de l'intelligence artificielle et tout ça, en Chine aussi. Donc la Chine, c'est un marché très très intéressant. Donc petite actualité, l'Arabie Saoudite qui rejoint officiellement les BRICS. Donc là, je dis petite actualité, mais demain, ça peut avoir son importance. Hein. Là, c'est la dédollarisation est clairement en marche. D'autant plus, regardez ici, les Émirats Arabes Unis effectuent leur premier paiement en dirham numérique vers la Chine. Donc ça y est, hein, la dédollarisation entame. Et là, c'est comme si le dollar petit à petit va s'éroder. Pas tout de suite, hein. Le dollar a une énorme avance sur le yuan et sur toutes les devises. C'est pas demain qu'on va voir la faiblesse du dollar, mais petit à petit, ça peut s'éroder. Petit à petit, le dollar va perdre. Voilà. Mais vous inquiétez pas pour les Américains, ils ont déjà tout prévu. C'est eux qui possèdent déjà le plus de Bitcoin. Ils sont déjà préparés à la prochaine économie, la prochaine tendance mondiale. Voilà. Je pense que les États-Unis vont rester leaders parce qu'ils dominent voilà, le secteur de la finance. Et donc la Chine, petit à petit, prend. Voilà. En fait, ça va être un monde multipolaire avec deux puissances demain qui vont se départager. Il y aura deux camps, on va dire. Le camp occidental un peu contre le camp des autres là, voilà, Chine, Russie, Arabie Saoudite, tout ça. Les autres puissances, on va dire. Donc voilà, alors les cryptos, c'est plutôt en berne, puisque les cryptos hier ont chuté, emmenés dans le sillage des actions avec les taux d'intérêt qui ont été maintenus et surtout l'inflation qui est repartie à la hausse. Voilà, on a Jupiter qui corrige fortement, qui vient son jeton vient d'être lancé. Forte spéculativité sur Jupiter. Le DEX, donc l'exchange décentralisé de l'écosystème Solana. Voilà, en fait, c'est un exchange, c'est-à-dire pour échanger des cryptos, acheter et vendre des cryptos, mais on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Contrairement à off-chain comme Binance, Coinbase, tout ça. Et là, il est sur la blockchain Solana. C'est un exchange qui est basé dans l'écosystème, le réseau, la plateforme Solana, le réseau blockchain Solana. Vous voyez? Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, juste pour vulgariser comme ça. Solana est une plateforme de smart contract, une plateforme qui va proposer des services comme les échanges de crypto-monnaies, comme voilà, à travers par exemple Jupiter. Et donc voilà, Solana c'est comme Ethereum, c'est comme Avalanche, voilà, ça sert à ça. C'est une plateforme, un réseau, une blockchain qui va servir de proposer des services. Vous voyez? Donc voilà, FTX, FTT. Qui chute fortement parce que apparemment le projet FTX ne serait pas relancé. Donc on va revenir sur tout ça. Et sinon, le Bitcoin qui a chuté, hein, voilà, dans le sillage de la Fed, donc l'inflation qui est repartie à la hausse. Donc voilà, ça range hein, globalement sur le Bitcoin. Sur la semaine, c'est un peu remonté, mais sur le mois, c'est un bon range. Donc ça bataille un peu aux alentours des 40 000, tout ça. On va voir. Pour moi, c'est de bon augure. Hein.
on n'est pas loin de repartir vers la hausse et pour exploser les 50K, on verra. Donc première grosse actualité, Visa, le géant Visa, là, le géant des paiements, les cartes, vous connaissez tous les cartes bancaires, Visa, Mastercard. Donc Visa conclut un énorme partenariat. Ici, en l'occurrence, avec Transac. Donc Transac, c'est vraiment, je vais les suivre d'ailleurs, c'est vraiment en fait un géant sur la côté crypto, côté la cryptographie, pour la passerelle de paiement, pour effectuer des paiements en crypto. Vous voyez? Et là, ils sont en partenariat avec Visa. Donc là, grâce à ça, en fait, Visa conclut un partenariat avec Transac pour permettre aux utilisateurs de 145 pays de convertir directement au moins 40 cryptos en monnaie locale, sans dépendre des exchanges centralisés. Donc voilà, 40 cryptos directement en votre monnaie locale, c'est-à-dire nous en euros directement, ou sinon en Asie directement en baht thaïlandais, ou je sais pas, ou en dollars aux États-Unis. Donc c'est énorme. Visa, c'est un mastodonte. Hein. Donc, regardez, dans plus de 130 millions d'emplacements marchands. Donc, Visa, ils sont partout dans le monde. Ils sont des, voilà, Visa, Mastercard, vous connaissez leur énorme réseau. Ils sont implantés partout. Donc là, c'est un énorme partenariat et un énorme pas pour Visa. Donc Visa, c'est une entreprise magnifique. Hein. C'est en constante croissance. Bon, c'est une croissance de 20% par an en général. Voilà, c'est une excellente entreprise. Excellente. Et voilà, qui va continuer sa croissance. Hein, parce que là, il se positionne comme leader là, pour les paiements en carte bleue, en crypto. Donc là, voilà, vous avez payé directement peut-être en stablecoin ou en crypto, directement avec vos cartes bancaires Visa grâce à Transac. Donc ça, c'est vraiment un partenariat notable. Vous voyez? Donc voilà. Sinon, nous, ce qui nous intéresse, donc les ETF, Bitcoin Spot, est-ce que les ETF permettent au Bitcoin là, de repartir, de refaire leur marche en avant après que la vente a été, la nouvelle a été vendue. Donc là, on a Grayscale qui ralentit considérablement ses transferts Bitcoin vers Coinbase. Donc vous savez que Grayscale, qui a un géant, un fonds qui vendait ses bitcoins sur Coinbase. Donc là, les flux sont repassés au vert sur Grayscale. Ils arrêtent leur vente massive. Et donc là, c'est plutôt positif. Donc là, peut-être que voilà, on a arrêté l'hémorragie peut-être sur les ventes de bitcoin. Et c'est pour ça que le bitcoin là se stabilise peut-être au-dessus des 40 000. Vous voyez? Donc là, ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc on va observer ça. En attendant, bon, on a voilà, ici la police allemande qui saisit 50 000 bitcoins d'une valeur de 2 milliards de dollars. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire. On avait les États-Unis qui voulaient revendre sur le marché de 130 millions de bitcoins qui étaient saisis par rapport à Silk Road, là, un site qui blanchissait un peu l'argent. Donc voilà, on a les États qui saisissent du Bitcoin, qui vont peut-être les remettre sur le marché. Ça peut amener une pression à la baisse sur le Bitcoin. Mais voilà, ça va être acheté tôt ou tard. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Sur le court terme, ça peut faire chuter le cours du Bitcoin un petit peu. Mais bon, sur le moyen long terme, c'est pas inquiétant. Donc voilà. En tout cas, si on compare, comme le Bitcoin est souvent comparé par rapport à l'or, regardez l'or, le cumulé des ETF sur l'or est environ de 200 milliards. Donc depuis leur lancement en 2003, l'or a fait un x40 en 20 ans, là, en 2 décennies. Donc passant de 50 $ à 2000 $ l'once. Vous voyez que voilà, un x40, voilà, le Bitcoin peut partir sur ce chemin-là. D'ailleurs, c'est à partir du lancement des ETF sur l'or que l'or a explosé. Et donc Bitcoin, qui est considéré comme le nouvel or numérique, et là on entre vraiment dans une ère numérique avec la blockchain, bah là Bitcoin pourrait connaître le même destin que l'or. Donc on va voir. Pour moi, le Bitcoin va aller au-delà de l'or. Hein. Je vous avais montré le top des capitalisations, je vais vous le remettre. Donc ici déjà, regardez le chart ici. Donc par rapport à l'or, le prix. Regardez le flux là, en bleu là, ça a clairement augmenté. Mais là, si je vous remets le top des capitalisations, alors, l'or est même plus capitalisé. Hein. Il y a plus de gens qui détiennent de l'or que si on prend l'ensemble du monde entier, que des actions Microsoft ou Apple, bien sûr. Vous voyez, l'ensemble du monde entier. Mais pour moi, le Bitcoin va aller au-delà. Parce que le Bitcoin, on ne va pas l'utiliser seulement comme réserve de valeur. On va même l'utiliser pour les transactions du quotidien.
Donc le Bitcoin va être plus important et va occuper plus de portefeuilles dans le monde. Donc je vois bien le Bitcoin atteindre une capitalisation de 20 000 milliards. Alors que l'or est à 13 000 milliards là. Je pense que le Bitcoin peut monter à 20 000 milliards à terme, hein. Bien au-delà de 2030 peut-être, mais à terme, voilà, ça laisse un énorme potentiel de croissance pour le Bitcoin. Parce que le Bitcoin va servir aussi comme petit moyen de transaction du quotidien. Vous voyez, et monsieur et madame tout le monde va avoir du Bitcoin contrairement à l'or. L'or, c'est quelques personnes qui détiennent dans leur coffre-fort. C'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est pas les jeunes qui détiennent de l'or, tout ça. Vous voyez. Donc voilà. Sinon, dans les nouvelles, on voit hein, Fidelity et Grayscale qui annonce désormais également des ETF spot sur Google. Donc regardez, sur Google, quand on fait les recherches sur Fidelity, enfin, ils sponsorisent. Vous voyez les liens sponsorisés. En fait, Fidelity et Grayscale qui font des annonces pour leurs ETF sur Google, hein. Donc Google, vous savez que c'est la porte d'entrée du monde entier. C'est le moteur de recherche numéro 1. Et là, quand vous allez... en tout cas, si vous cherchez les ETF, des choses comme ça, des recherches par rapport à ça, tout de suite vous aurez des liens sponsorisés, hein. Ces géants, ces fonds, c'est des géants hein, qui possèdent plusieurs milliards d'actifs. Grayscale et Fidelity ont payé pour faire de la pub sur Google et pour être en top des vues, on va dire. Donc c'est une énorme publicité, voilà, un énorme pas en avant pour l'adoption. Vous voyez, parce que eux, ils vont avoir la vue. Énormément de personnes vont tomber sur ça, ces sponsoring là. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, si on s'attarde sur le prix du Bitcoin, bien sûr, ça s'annonce très positif. Donc là, on a le prix du Bitcoin, mais inversé. Donc là, vous voyez que si on regarde, hein, si je vous zoome, vous voyez que, attendez, ça part de bas en haut, hein, donc 13 000, 14 000, plus on descend et plus on monte. Donc ça, là, c'est inversé. Et quand on regarde le cours du Bitcoin inversé, on dirait que, voilà, hein, le Bitcoin va continuer sa marche en avant. Vous voyez que le Bitcoin va grossir en prix, là. Parce que là, il est dans une tendance... Là, ici, vous voyez que parce que c'est inversé, c'est à la baisse, mais on dirait que tel que c'est parti, ça va continuer en fait cette tendance là, et donc ça va, l'inversion montre que on va continuer à monter là vers les 50 60K, vous voyez. Donc c'est de bon augure pour le prix du Bitcoin. Sur le moyen long terme, pas besoin de vous dire que voilà, c'est toujours les mêmes, tous les 4 ans, c'est les mêmes cycles qui se répètent. Donc là, on part bientôt sur voilà, un autre cycle très haussier qui va nous amener très haut vers les 300K, peut-être 250, 300K à terme, on espère, d'ici fin 2025. Donc voilà, sur le long terme, il n'y a pas de doute, le Bitcoin monte. Voilà. Maintenant, concernant Ethereum aussi est peut-être assujetti à une forte volatilité, à une forte explosion de son prix. Parce que maintenant, on est sur la spéculation des ETF Ethereum Spot. Donc maintenant, on a introduit les ETF Bitcoin Spot, donc ces trackers qui vont refléter le Bitcoin sur les marchés financiers. Maintenant, ça va être la même chose pour Ethereum. Il y a de fortes spéculations qui disent que Ethereum, les ETF seront acceptés d'ici quelques mois. Donc on verra si c'est vrai. Il reste à savoir la question de si Ethereum va être une securities ou une marchandise pour la SEC, mais voilà, ça s'approche et ça peut faire exploser le prix d'Ethereum et de tout l'écosystème Ethereum, les layers 2 et tout ce qui est lié aux crypto et EVM compatibles, tout ça. Donc on verra ça. Pareil pour le prix d'Ethereum qui, ici, semblerait-il, est sur le point d'exploser là. Vous voyez, on va rebondir exactement comme la dernière fois. On est dans une phase jaune là, ici, qui pourrait nous laisser après un rallye. Donc c'est ce qui nous attend apparemment ici. Donc voilà, ça bouge pas. Vous voyez. Donc ici, on a combien on est déjà à 30 minutes hein, de vidéo, donc je vais essayer d'accélérer. Donc voilà par rapport à Ethereum. Maintenant... l'autre altcoin, donc là on parle souvent de Bitcoin et Ethereum, mais là il y a un autre projet, c'est l'écosystème Solana. C'est Solana et son écosystème, dont Jupiter. Je vous ai parlé de Jupiter, donc l'exchange décentralisé, donc sur la blockchain, un projet qui va vous permettre d'échanger des cryptos, d'acheter, de revendre, tout ça, sur l'écosystème, sur le réseau Solana. Jupiter, le volume des échanges en chaîne a dépassé les 400 millions au cours des 5 premières heures du lancement. En fait, Jupiter a créé un jeton, un token, pour son projet, et là il a été lancé. Et dès que le token GUP, la crypto GUP a été lancée, mais au bout des 5 premières heures, on a eu 400 millions de volume.
et à une TVL de 179 millions de dollars dans les premières heures d'échange. Ça montre l'attraction au cours de cette pépite donc, de la blockchain Jupiter. Donc, il y a une forte attraction sur ce jeton-là. Voilà, plus de 200 000 wallets ont récupéré leur jeton Jupiter. Donc, il y a eu un énorme airdrop, donc des cadeaux, des récompenses pour ceux qui ont, voilà, et qui étaient sur l'écosystème Solana. Et donc là, qui ont reçu des cadeaux de la crypto Jupiter en récompense. Donc là, voilà. Et ça, c'est énormément, hein, 200 wallets, plus de 200 adresses, 200 000 personnes ont récupéré un peu de cadeaux voilà, du lancement. Quand un projet se lance, en général, ils font des cadeaux, des airdrops. Ils vous permettent de récupérer un peu de crypto. En gros, ils vous rémunèrent un peu. Ils vous lancent, ils vous offrent des cryptos pour vous remercier d'avoir soutenu l'écosystème. Donc voilà. Ici, regardez, hein, Jupiter compte plus d'utilisateurs actifs mensuels que n'importe quel DEX sur n'importe quelle chaîne. Donc Jupiter, l'exchange décentralisé, voilà, a plus d'utilisateurs actifs que sur les autres DEX, les autres exchanges sur les autres réseaux blockchain. Donc on voit que Jupiter domine. Donc Jupiter, l'écosystème Solana montre qu'il voilà, il domine encore. Donc Jupiter, voilà, les chiffres en images. Donc voilà, hein. C'est voilà, 80% de volume. Ici, ils disent que c'est le programme le plus utilisé sur le réseau Solana. Top 2 des volumes sur CoinGecko. Ils disent, je ne sais pas derrière quel projet. Et voilà, le most integrated platform en Solana. Donc, l'un des projets les plus intégrés de l'écosystème Solana. Donc, l'un des meilleurs projets de l'écosystème Solana, tout simplement. Vous voyez, c'est Jupiter. Devant Raydium, voilà, devant les autres Orca, tout ça, les autres DEX qui peut y avoir dans l'écosystème Solana. Donc c'est pas mal. Énorme attractivité sur l'écosystème Solana. Donc voilà, ici on le voit, hein, Jupiter qui est devant Uniswap, hein, le légendaire Uniswap sur 24 heures. Donc voilà, regardez Jupiter, le volume sur le DEX sur 24 heures, voilà, plus d'1 milliard de volume. Hein. En 24 heures, plus d'1 milliard de volume. C'est plus que Uniswap, qui est le leader incontesté là. Et Uniswap qui est l'un des projets phares sur le réseau Ethereum. Ethereum, normalement, c'est le réseau dominant. Vous connaissez tous Ethereum. Quand on parle de la blockchain ou le Web3, on parle de Bitcoin et Ethereum. Vous voyez, bah, Ethereum se fait surpasser par Solana en ce moment. Dans la domination des Layer 1, là, des plateformes de smart contract, Ethereum se fait battre en ce moment par Solana. Et les projets qui sont dans leur écosystème respectif, bah, on voit que les projets de l'écosystème Solana surperforment les projets de l'écosystème Ethereum. Vous voyez, donc voilà. Voilà un Jupiter qui est devant aussi Orca qui est troisième. Orca, c'est un autre projet de l'écosystème Solana. Vous voyez, donc voilà. Et si vous voulez vous accaparer la crypto GUP, donc le token de gouvernance du projet Jupiter, si vous croyez en gros, c'est comme si vous voulez investir, c'est comme si vous investissez en bourse là, mais sauf que là, vous investissez dans l'écosystème crypto. Si vous croyez au projet Jupiter, que Jupiter va être un énorme exchange dans la blockchain dans le futur et qui va avoir un fort volume de transactions, tout ça, vous pouvez acheter et vous exposer à la volatilité du prix de Jupiter à travers sa crypto GUP. Et là, vous pouvez retrouver cette crypto déjà sur Binance. Donc ça a la confiance de Binance, hein, Jupiter, et sur aussi Bybit, OKX, donc les gros exchanges hein, déjà, Gate.io, KuCoin, voilà, BitGate, tout ça. Donc je sais déjà qu'il y a même crypto.com et Mex Global, Mexé, qui le proposent aussi. Donc c'est sur énormément d'exchanges déjà. La plupart, hein, hormis peut-être encore Coinbase et Kraken, qui mettent du temps à lister. Mais là, vous pouvez vous accaparer de la crypto partout, hein, sur tous les gros DEX, enfin les gros exchanges centralisés cette fois, pas on-chain, donc en dehors, dans le monde réel, on va dire. Les plus connus, là, Binance, vous les connaissez. En fait, vous installez leur application et vous pouvez acheter de la crypto, vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Regardez, hein, Solana sur 24 heures, ça fait encore mieux qu'Ethereum. Hein. Incroyable. Pour l'instant, bon, sur peut-être encore hebdomadaire, Solana est peut-être encore derrière Ethereum. Mais bientôt, sur le volume mensuel, on aura Solana devant Ethereum. Bientôt. Donc en tout cas, sur 24 heures, ça fait à chaque fois mieux. C'est à noter. Hein. C'est pas mal. Donc c'est très proche, hein, vous voyez, en termes de volume.
mais faut le noter quand même. Et là, Solana réellement, là, moi, j'en fais à nouveau mon projet favori. Enfin, là, je vais vous dévoiler mon portefeuille crypto et je vous dis déjà que c'est la crypto Solana qui va occuper la plus grosse partie de mon portefeuille, devant Bitcoin, largement devant Ethereum. Donc Solana est mon plus gros bag, ou va être mon plus gros bag en crypto. Vous voyez? Et devant Chainlink même. Chainlink va peut-être être mon deuxième plus gros bag. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Je vais faire une réallocation. Mais Solana, c'est énorme. Vous voyez, avec leur téléphone là, le chapitre 2 là, de Saga, qui est leur téléphone, qui va introduire justement Jupiter. En fait, à travers les smartphones, bientôt, vous aurez un accès facile au Web3, tout ça. Et Solana est le pionnier dans ça. C'est le meilleur, enfin, c'est les seuls qui dévoilent un téléphone avec un UX Web3 complet. Pour l'instant, on n'est pas à l'adoption de masse, mais quand, voilà, petit à petit, on va s'accaparer et Solana va peut-être prendre la place d'Apple même et de Samsung quand la crypto va être massivement adoptée. Donc ça, c'est un énorme potentiel, encore un autre potentiel de croissance pour Solana. Et c'est pour ça que sa crypto SOL, peut exploser en croissance. Vous voyez? Donc ça à prendre en compte. Et donc voilà, regardez bien une autre preuve que l'écosystème Solana est en pleine bourre. Sur la seule journée de samedi, Phantom, donc qui est le portefeuille de référence de l'écosystème Solana, a enregistré plus de téléchargements que Coinbase sur l'App Store. Donc vous voyez que ça dépasse même les téléchargements de Coinbase. Plus de gens s'accaparent directement le wallet Phantom, le portefeuille pour s'exposer à la blockchain, tout ça. Donc ça montre, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez, c'est plus que Coinbase, c'est incroyable. Vous voyez, donc il y a une forte attractivité parce que si les gens téléchargent le wallet fantôme, c'est qu'ils veulent s'exposer à l'écosystème Solana. C'est la porte d'entrée en fait. Si vous voulez accéder au projet de l'écosystème Solana, il va falloir que vous passez par un portefeuille. Comme une sorte voilà, comment on dit ça, une extension web, comme une extension sur votre navigateur web. Vous allez aller sur Google par exemple, mais pour aller vous exposer au réseau Solana, vous allez passer par une extension. Vous allez devoir passer par une passerelle. Et ça, c'est les portefeuilles. Et pour ça, il va falloir télécharger Phantom. Voilà, qui est le portefeuille natif de l'écosystème Solana. Et une fois que vous avez téléchargé Phantom, vous allez vous connecter sur le portefeuille. Vous allez avoir votre compte. Et là, directement, vous allez pouvoir accéder aux applications de l'écosystème Solana à travers ce portefeuille. Voilà comment intégrer un écosystème et rentrer sur la blockchain. En tout cas, sur la blockchain Solana. Vous voyez? Donc, incroyable. Et donc voilà, Ripple, autre actualité là, donc un autre altcoin, Ripple, qui est très connu aussi, a été hacké pour 213 millions de XRP. XRP, c'est la crypto du projet Ripple. Ripple, je rappelle, c'est un projet qui vise pour les transferts monétaires, les transferts internationaux. Là, dans le monde, on utilise le système SWIFT pour les entreprises, les États passent par le système SWIFT pour faire des transferts de fonds entre les banques, les choses comme ça. Ripple va remplacer le système SWIFT. Et ça sera directement... ils vont utiliser la technologie blockchain pour les transferts de fonds internationaux, transférer des gros fonds. Et tout ça grâce à la blockchain avec des coûts plus faibles et une vitesse accélérée par rapport au système SWIFT. Vous voyez? Et donc Ripple qui a été hacké par contre. Donc attention à l'exposition de Ripple. Donc voilà. Et sinon, voilà, FTX qui prévoit de rembourser intégralement les clients et abandonne donc son projet de redémarrage de l'exchange. Donc bonne nouvelle, d'un côté une bonne nouvelle, FTX va pouvoir rembourser tous ses clients depuis sa faillite, mais le problème, c'est qu'il ne projette pas de relancer le projet, en tout cas à ce jour. Et c'est pour ça que le projet a chuté fortement. Et donc là, attendez, c'est plutôt voilà, sur Crypto Bubble qu'on va remarquer ça. Et donc regardez FTT là, qui est le projet de l'écosystème FTX, qui a chuté suite à cette mauvaise annonce que comme quoi le projet ne serait pas relancé. Donc ça, à mettre en pincette, parce que aujourd'hui, ça, voilà, ils ne projettent pas ça, mais demain ils pourraient le projeter. Et si demain ils annoncent que finalement ils vont relancer sous le crypto, avec cette crypto là, ce que je pense, la crypto pourrait prendre un plus 60%. Ou un plus 30, plus 40% sur la journée. Donc moi, j'ai quelques euros ou quelques dollars, peut-être pour 50 ou 100 dollars là sur FTT. Je vais les laisser dessus
mourir s'il le faut. Tout comme le projet Luna, Lunce, je vais laisser mourir quelques centaines de dollars dessus. Et peut-être qu'un jour, on pourrait avoir la surprise. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on verra. Voilà, des dollars comme ça que je laisse. Ça, si ça se trouve, ils vont mourir à jamais et tomber à zéro, mais c'est pas grave. Je prends ce risque, je hold et on verra ça. Donc voilà, hein, selon une information de Reuters, FTX ne seront pas relancés. Donc d'après Reuters, hein, une source, bon, Reuters, en général, ils ne se trompent pas trop. Et c'est une source très fiable en général. C'est pour ça que, voilà, c'est plutôt pris au sérieux comme information. Donc voilà, et voilà la crypto qui a chuté. Donc FTX qui a fortement dégringolé là. La crypto FTT. Et donc voilà, sinon, si on prend l'ensemble des altcoins, donc, donc les altcoins, c'est toutes les cryptos hormis le Bitcoin. Donc c'est Ethereum et Solana et toutes les cryptos. Donc si on prend l'ensemble des altcoins, ça fait une courbe. Et là, on voit que c'est plutôt positif. On voit que c'est en constante montée. Et donc, quand on regarde la suite, donc après le halving, ça devrait exploser. Et donc, on devrait avoir ce dessin qui nous est dessiné ici. Donc, c'est assez bullish hein, quand on regarde. Donc là, il nous montre que sur le moyen terme, là, court terme, on va ranger peut-être jusqu'à après le halving et ensuite exploser d'ici après le halving. Donc, d'ici cet été, on devrait après avoir une explosion des altcoins. Donc, profitez-en. On n'est pas loin d'une explosion. Et à chacun de voir si vous voulez acheter ou pas. Pas un conseil en investissement, vous le savez, mais ça représente quand même une opportunité quand on regarde les cycles précédents là. Donc voilà, on en reste là. Et regardez les cryptos dans la tendance, bien sûr Jupiter. Hein. Jupiter, donc le DEX de l'écosystème Solana. On va aller sur le site pour que vous voyez. Donc ça se passe comme ça. Hein. Comme je vous avais dit, il va falloir que vous rentrez sur un portefeuille. Regardez ici, vous connectez ici là. Vous allez sur Google, vous allez sur, par exemple, Jupiter, vous tapez Jupiter sur Google, vous allez rentrer sur ce site-là, sur le site de Jupiter. Vous voyez donc, attendez, le site, c'est plutôt ça. Alors, attendez. Comme ça, vous allez voir. Voilà, ça c'est le site de Jupiter. Vous voyez c'est plutôt pas mal fait, tout ça. Et quand ensuite vous allez si vous voulez accéder comment dire, à Jupiter et échanger des cryptos, à ce que propose hein, le produit Jupiter, vous allez donc démarrer l'application ici. Et quand vous allez démarrer l'application, vous allez tomber sur ça. Donc directement, voilà. On va vous proposer ça, cette interface, comme quoi vous allez pouvoir échanger donc de l'USDC qui est le stablecoin natif de l'écosystème Solana. L'USDC c'est le stablecoin de voilà, c'est un stablecoin, c'est une crypto qui va répliquer le cours du dollar. Et ben là, l'USDC c'est le stablecoin natif de l'écosystème Solana. Et donc voilà, vous allez pouvoir directement échanger ça contre des cryptos, mais il va falloir que vous connectez votre portefeuille. Et votre portefeuille ici, vous allez connecter, donc vous cliquez sur connecter le portefeuille. Et ensuite, bah, le portefeuille, en général, voilà, vous avez plusieurs portefeuilles liés à l'écosystème Solana, dont Phantom, qui est l'écosystème phare. Donc vous allez devoir télécharger Phantom sur votre ordi ou votre smartphone. Et ensuite, à travers Phantom, vous allez vous connecter et vous allez avoir votre compte. Et là, dès que vous avez connecté votre compte, ensuite, vous allez pouvoir échanger de la crypto, acheter, revendre ou échanger directement les cryptos entre elles. Ouais, et tout ça sur la blockchain Solana. En fait, ça a passé par la blockchain Solana. Donc voilà, là, vous êtes sur la blockchain, vous utilisez la blockchain, vous échangez des cryptos. Donc voilà comment ça se passe pour les novices, on va dire. Vous voyez? Donc voilà comment ça se passe à peu près. Et donc Jupiter, qui est le projet qui est dans la plus grande tendance dans l'univers crypto à l'heure actuelle. C'est un DEX sur l'écosystème Solana. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Le top des tendances vous montre que Jupiter est en tête avec voilà, d'autres projets. Zeta Chain, je ne connais pas. Manta Network qui est le meilleur d'eux d'Ethereum. Et Solana, regardez. Solana le réseau Solana donc qui est en top des tendances, au moins dans le top 5. Hein. Bitcoin qui est pas loin, 7ème. Donc voilà, Tao aussi, hein, ne pas oublier Tao. Hein. Tao est aussi en forte tendance parce que ça a été validé par Vitalik Buterin. Et donc c'est le plus gros projet lié à l'intelligence artificielle. Donc énorme potentiel de croissance sur Tao, qui est un de mes plus gros bags aussi. Donc je vous ferai mon top crypto. Je vous dévoilerai mon portefeuille bientôt. Mon portefeuille est en bourse et en crypto. Comme ça, vous aurez à peu près mes actifs. Vous voyez? Donc voilà, on en reste là. On se tient au courant hein, pour d'autres actualités. Et voilà, bon après-midi à vous et à la prochaine. Force à nous. Hein. Allez, à plus.